leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de mutisme sélectif chez les jeunes enfants, avec l'orthophoniste Roxane Bélanger de Premier Mot. On va aussi s'intéresser au programme de formation pour nouveaux arrivants qui sont offerts au collège La Cité. Et tout de suite, pour commencer, je vais m'entretenir avec le nouveau directeur de l'Alliance française ici à Ottawa, M. Samuel Coeto. Et moi, j'aimerais savoir c'est quoi le parcours qui vous a mené jusqu'à la direction et vous êtes en poste depuis quand? Bonjour Claude et merci pour cette invitation. Oui, alors effectivement, je viens d'arriver en poste depuis le 1er octobre, donc c'est tout récent pour moi. Et je suis en fait de retour à Ottawa puisque j'ai eu l'occasion de faire déjà 2 séjours dans cette belle ville qui est pour moi comme une deuxième maison. J'avais travaillé auparavant à l'ambassade de France entre 2015 et 2017. Okay. Et j'avais également terminé mes études ici en 2012 avec un stage à l'université d'Ottawa. Donc c'est un endroit que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. Et je suis content de revenir aux sources. Alors là, c'est un retour aux sources, comme vous venez de le mentionner. Là, vous êtes en poste et pas n'importe lequel. Vous êtes le directeur de l'Alliance française. Je me dis, ça doit être un gros défi, surtout que vous êtes entré en poste en moment pandémique. Tout à fait. C'est une année très particulière pour tout le monde, en particulier pour une institution comme l'Alliance française, qui est un centre culturel qui repose beaucoup sur l'échange, le partage, le fait de ne pas pouvoir avoir d'événements en présentiel nous impacte beaucoup, mais l'Alliance française a quand même réussi, et c'était avant mon arrivée bien sûr, à faire preuve d'une vraie résilience et d'une vraie capacité d'adaptation, puisque toutes nos activités se sont poursuivies depuis mars sans interruption, que ce soit nos cours de langue, nos événements culturels et également notre activité de certification qui est sans doute la plus impactée par la crise. C'est ça définitivement. Alors quand on parle de cours en ligne, comment ça fonctionne maintenant? Parce que je sais que les gens aimaient beaucoup aller pour prendre vraiment, pour participer au cours, peu importe leur grade. Donc maintenant, je me demande comment vous fonctionnez. Tout à fait. Alors bien sûr, il manque peut-être ce contact humain aujourd'hui, mais finalement les cours en ligne se sont avérés avoir quelques avantages également. Il n'y a plus de temps de déplacement, par exemple, plus non plus de difficultés de stationnement pour se garer autour de l'Alliance française qui est en plein centre-ville, donc c'est parfois un petit peu difficile. Et puis une plus grande flexibilité. Les gens peuvent finalement prendre un cours pendant leur temps de travail sans quitter leur domicile. Ils sont la majorité en télétravail de toute façon. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients. Nos enseignants ont aussi plus de possibilités parfois avec les cours en ligne pour à la fois partager des documents, montrer des vidéos, etc. Et en même temps, c'est vrai que cette absence de contact peut aussi être problématique parfois. Certaines personnes se retrouvent plus avec les cours en ligne, d'autres préfèrent les cours en présentiel. Ce qui est sûr, c'est que cette pandémie nous impacte sur le long terme et on ne reviendra pas aux cours comme avant, 100% en présentiel. Je pense qu'on a aussi développé une autre clientèle de personnes qui vont préférer rester en ligne même après le retour à la normale. Alors, quand on parle de formation et des cours en ligne que vous offrez, comment vous organisez ça? Je le demande parce que je sais qu'il y a celui des débutants, il y a celui des intermédiaires et puis il y a ceux qui sont beaucoup plus avancés. Comment vous fonctionnez avec vos classes? Puisque c'est en ligne, il faudrait que le professeur ou l'enseignant soit à même de pouvoir gérer la classe, même si elle est virtuelle. Tout à fait. Alors, la première chose que nous avons fait, c'est de réduire le nombre d'élèves par classe. Nous sommes avec un maximum de 9 pour que chacun puisse interagir avec l'enseignant ou l'enseignante. La deuxième chose, c'est que nous faisons des tests de placement avant toute inscription au cours pour que nos classes soient bien homogènes et que les élèves ne se retrouvent pas avec des niveaux très disparates. Ça, ouais.
Et ensuite, c'est à l'enseignant, et nos enseignants sont très qualifiés pour cela, d'arriver à animer la classe et de pouvoir créer des groupes de discussion. Il y a plusieurs options sur les applications que nous utilisons qui permettent de faire des petits groupes et que chacun puisse quand même interagir, pas seulement avec le professeur, mais aussi entre les élèves. Est-ce qu'en ce moment-là, vous pensez à faire des recrutements pour un soutien pour le corps des enseignants que vous avez là-bas? Nous avons toujours besoin d'enseignants et effectivement, si vous êtes intéressé, si quelqu'un est intéressé par la carrière d'enseignant de français langue seconde, nous recrutons à l'heure actuelle. Le fait d'avoir réduit le nombre d'élèves par classe a fait que nous avons aussi multiplié le nombre de places et donc nous avons besoin de plus d'enseignants. Alors, ils vont juste aller sur le site web, je suppose, et puis aller avoir les informations pour pouvoir soumettre une candidature pour être enseignant. Le dernier volet que j'aimerais qu'on discute ensemble, c'est un volet qui est vraiment très, très poussé chez vous. Vous l'avez mentionné en début d'entrevue, les activités culturelles. Maintenant qu'on ne peut plus se voir, on ne peut plus avoir des activités, est-ce que vous avez pensé à une nouvelle formule? Oui, bien sûr. L'Alliance française est bien plus qu'une école de langue. On est vraiment un centre de culture et on essaie de mettre en valeur les cultures du monde francophone depuis maintenant 115 ans à Ottawa. Et la pandémie ne nous a pas arrêtés dans cette mission. À l'heure actuelle, nous organisons quelques événements culturels, un peu plus limités bien sûr. Ils sont tous en ligne. Par exemple, des cafés discussions le matin. Nous avons un club de lecture qui aura lieu par exemple ce samedi. Et puis des événements qui marchent bien sont ceux que nous appelons les speak dating, où les participants peuvent aller parler français avec différents interlocuteurs et échangent toutes les 5 minutes, etc. Et ce format se prête bien finalement aux activités en ligne. Donc, c'est toute nouvelle formule qui est, je suppose, parce que je sais que le dating, là, c'était quelque chose qui revenait, je pense, à chaque mois avec l'ancienne directrice. J'en avais discuté une fois, je pense. Donc, c'est bon de savoir que ça revient. Au moins, ça aide les gens qui font les cours à pratiquer en même temps. Ça, c'est des moyens de faire des exercices ensemble. C'est cela. Et nous avons aussi une médiathèque en ligne qui s'appelle Culture Tech et que nous proposons à nos membres et à nos élèves et qui permet de prolonger la classe aussi en dehors des heures de cours. En tout cas, mais merci beaucoup. Et puis, moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est bonne chance pour votre nouveau mandat. Et puis, on espère vous revoir sur l'émission pour partager avec nos internautes les activités que vous faites chez vous. Merci infiniment et à très bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, 2 choses à vous rappeler, c'est que l'Alliance française continue de toujours offrir ses activités. Vous pouvez aller visiter le www.af.ca pour avoir plus de renseignements sur les activités qui sont offertes. Et deuxième des choses, c'est qu'ils sont en pleine campagne de recrutement des enseignants. Donc, si vous vous sentez apte à pouvoir comme donner des cours en français, vous êtes invité encore une fois à visiter leur site web pour poser votre candidature pour être enseignant à l'Alliance française. Maintenant, on va s'intéresser au programme pour les nouveaux arrivants du Collège La Cité et pour en parler, le conseiller en formation, M. Sofiane Maghrebi. Et j'aimerais vous demander, M. Maghrebi, pourquoi que ce genre de programme a été créé à La Cité? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour vos questions aussi. Nos programmes sont destinés pour les nouveaux arrivants francophones. Le but de ces formations-là, c'est aider les nouveaux arrivants à intégrer le marché de travail, les aider à comprendre la réalité du marché de travail et comment l'intégrer. Un nouveau arrivant qui arrive au Canada avec ses diplômes, avec son expérience, il ne sait pas comment les utiliser. Et là, c'est notre rôle qu'on va intervenir pour les aider à mieux s'établir et comprendre la réalité du marché du travail au Canada. Alors, quand on parle de les aider à comprendre la réalité du travail et même ce que vous offrez comme formation, est-ce que vous pouvez nous expliquer en plus de détails, c'est quoi que vous offrez concrètement? OK. Nous, notre rôle, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aider les nouveaux arrivants à intégrer le marché du travail. On offre des formations gratuitement pour les nouveaux arrivants. Ces formations-là sont destinées aux nouveaux arrivants francophones qui sont financées par le gouvernement fédéral et provincial. Donc, ces formations sont vraiment gratuites pour les clients qui sont admissibles. Les formations qu'on offre, il y a des formations d'employabilité.
D'employabilité? Qui aide à la recherche d'emploi. Oui, exactement. Et l'intégration. Il y a des programmes qui sont destinés à des programmes bien spécifiques, dans des domaines bien spécifiques comme la santé, l'administration, la construction, la petite enfance aussi. Aussi, on offre des cours de langue pour les personnes qui veulent améliorer leur niveau de français ou bien qui veulent améliorer aussi leur niveau d'anglais de conversation. Alors, ces différents programmes que vous venez de mentionner, là, c'est des programmes et des formations en même temps. Je suis pas mal sûre qu'elles sont pas comme liées. Donc, je me dis que moi, je viens d'arriver au Canada, j'ai des aptitudes, j'ai des diplômes, puis je veux m'insérer dans le milieu du travail. Donc, j'arrive chez vous à la Cité avec mes différents dossiers. C'est vous qui allez me dire dans quel programme je suis apte à être? Oui, nous sommes une équipe de 5 conseillers. 5. 5 conseillers, 4 chargés de projet et notre gestionnaire. Alors nous formons une équipe très professionnelle, on est bien formé, on est bien outillé pour bien évaluer les besoins de nouveaux arrivants. Alors la première chose qu'on fait, c'est vraiment évaluer les besoins du nouveau arrivant, puis on lui offre un plan d'action pour atteindre son objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vous donne un exemple, quelqu'un, comme vous avez dit, qui arrive avec ses diplômes, disons un médecin, ou bien un ingénieur, ou bien un architecte, ou bien un avocat. Alors, premièrement, il va rencontrer un conseiller ou une conseillère pour discuter à propos de son dossier, de son intégration. Puis, on va le cheminer on va lui proposer des formations. Puis, c'est le choix du participant pour participer à nos formations. Comme je disais tout à l'heure, les formations, vraiment, c'est un processus, c'est un continuum qu'on offre dès le début jusqu'à qu'on atteint l'objectif ultime que l'aider à trouver un emploi. Bien sûr, tout ça, c'est à travers aussi des collaborations. On collabore beaucoup avec nos partenaires dans la région, chacun de son côté, et le nouveau arrivant qui est au centre de nos intérêts pour vraiment l'aider ensemble à atteindre son objectif. Alors, le temps de formation, peu importe le domaine que le nouveau arrivant va choisir, le nouvel arrivant, pardon, ça dure combien de temps? Ça dépend. Il y a des formations de 5 semaines, 6 semaines. Il y a d'autres un peu plus longues qui sont des professionnels, qui sont de 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois avec possibilité de stage pour les professionnels comme la construction ou l'administration ou la santé. Il y a les possibilités de stage dans leur domaine. Je trouve intéressant que vous ayez des partenaires. Je ne sais pas si je peux me permettre de vous demander c'est qui vos partenaires? Oh, il y en a plusieurs. Par exemple, on a le Centre catholique pour immigrants, on a le YMCA, on a le CESAC, la ville d'Ottawa. Il y en a plusieurs partenaires qu'on travaille très étroitement avec eux pour vraiment aider le nouveau arrivant. On reçoit beaucoup de références. D'ailleurs, je remercie tous nos partenaires qui nous réfèrent leurs clients. Et comme je disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment aider le nouveau arrivant pour atteindre son objectif. Pour une formation qui dure, je dirais, 6 à 7 semaines, c'est pas beaucoup parce que vous-même, vous avez immigré au Canada, je pense, en 2012. Vous savez que venir, et puis surtout quand on a des diplômes, où est-ce qu'on vient et puis venir se mettre dans le domaine du travail ici, c'est assez compliqué, ça a ses règles ici, donc il faut vraiment comprendre. Même les CV, c'est pas pareil. Donc il faut vraiment comprendre avant de se lancer dans le domaine du travail. Donc le fait que vous ayez des partenaires, je pense que c'est un plus pour vos programmes parce que si je termine un programme avec vous 6-7 semaines, je peux tout de suite peut-être travailler avec l'un de vos partenaires. Et ça, c'est une belle ouverture. Oui, exactement. Alors, comme vous avez dit, moi, je suis d'origine tunisienne. Alors, je suis arrivé avec ma famille en 2012. Alors, je comprends parfaitement les défis et les barrières qu'un nouveau arrivant fait face maintenant, parce que j'ai
Oui, c'est ça. J'ai rencontré ces problèmes-là et ces défis-là avant. Alors, je comprends parfaitement et j'ai tous les outils nécessaires pour mieux orienter et mieux guider les nouveaux arrivants, de nouveaux Canadiens. Vous faites un très beau travail au Collège de la Cité. Maintenant, vous avez parlé des adultes qui étaient vraiment admissibles à ce genre de programme-là. C'est quoi vos critères d'admissibilité? Les critères d'admissibilité sont, premièrement, résidents de l'Ontario. Les résidents permanents, statut d'immigration. OK. On accepte les résidents permanents, on accepte les demandeurs d'asile, dont quelques formations, pas toutes, parce que ça diffère de bailleur de fonds à un autre. On accepte les résidents de l'Ontario et des professionnels ou non. Par exemple, pour la formation de santé, c'est vraiment destiné pour les professionnels de santé. Il doit avoir de l'expérience et diplôme dans le domaine de santé. Et bien sûr, les nouveaux arrivants francophones sont destinés pour les francophones. Alors, si les gens ont besoin d'informations, je pense qu'ils peuvent juste aller vous rejoindre sur le site web et puis peut-être rentrer en contact directement avec vous. Ça prend combien de temps pour pouvoir adhérer, comme entrer dans un programme quand quelqu'un vous contacte? Nos formations sont toujours en continu. Chaque 2-3 mois, il y a toujours une cohorte qui commence. Par exemple, la prochaine, ça va être en janvier. Oui, en octobre, on a une autre. Septembre aussi, on a. Alors, toujours, il y a des formations qui sont assez rapides, l'inscription. Pour s'inscrire, les participants peuvent me contacter directement. Mon numéro de téléphone, si je me permets, c'est le 613-742-2483 et mon poste, c'est le 2756. 2756. Ou bien directement, oui, je répète, 613-742-2483, poste 2756. Ou bien directement à notre bureau de la Cité, le même numéro de téléphone et le poste 2756. Mon email adresse, c'est le smaghr@lacitec.on.ca. Et puis, dernière chose, la bonne nouvelle de la fin pour la formation, c'est que si vous êtes admissible, ça sera gratuit pour vous parce que c'est offert avec la collaboration du gouvernement du Canada. Merci beaucoup, M. Maghrebi. Et puis, on va inviter les gens à vous contacter. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés, déjà, vous pouvez visiter le www.collegelacité.ca pour avoir plus d'informations déjà pour commencer. Mais si vous voulez joindre directement M. Maghrebi, comme il vient de le mentionner, son numéro de téléphone, c'est le 613-742-2483 et son extension, c'est le 2756. Alors, si vous êtes intéressé, essayez de le contacter. Maintenant, on va parler de mutisme sélectif avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Et je trouve que c'est un très, très bon sujet. On n'avait jamais parlé de ça, là. Non, jamais, jamais. Et c'est plus fréquent là, que ce qu'on pense. Dernièrement, on en entend un petit peu plus parler parce que les gens, en général, sont un petit peu plus anxieux. Et le mutisme sélectif fait partie des troubles de la communication qui ont une nature d'anxiété. Alors, c'est quoi pour les gens qui nous regardent, c'est quoi le mutisme sélectif et ça arrive aux enfants de quel âge à quel âge? Ça peut arriver chez les jeunes enfants. C'est souvent noté quand l'enfant va commencer l'école. Alors, à la maison, c'est un enfant qui parle beaucoup, qui aime communiquer avec ses frères, qui va se chamailler avec ses sœurs, qui va jaser avec les parents, qui n'a pas nécessairement un problème au niveau du développement du langage. Mais quand il entre dans des nouvelles situations, soit à la garderie, quand il est dans la communauté ou quand il rentre à l'école, l'enfant va simplement ne pas utiliser la parole. Alors, c'est un petit peu la réaction, notre réaction primitive de nos ancêtres devant le mammouth. On fuit le mammouth ou on fige. Bien, l'enfant va figer
va regarder la personne, mais ne répondra pas verbalement. Et il va plutôt là, essayer de se sauver de la situation. Alors, nous, comme orthophonistes, on est souvent les premiers professionnels à les voir parce que la garderie ou l'école va dire ah bien, il parle pas à la garderie, il parle pas à la maison, à l'école. Il doit avoir un problème de communication. Et là, c'est à nous de voir avec les parents et de décider comment il fonctionne au niveau du langage. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est demander aux parents de l'enregistrer, de prendre une petite vidéo à la maison pour qu'on puisse comparer ce qu'il fait quand il est avec les gens qu'il aime, qu'il se sent en sécurité avec, et comment il est dans notre bureau, par exemple. Et puis là, ça va nous permettre de comparer. Puis, par la suite, on peut entreprendre un diagnostic différentiel parce qu'il y aurait peut-être possiblement d'autres raisons qui ne sont pas le mutisme sélectif qui pourraient expliquer un petit peu la réaction de l'enfant qui ne parle pas. Et puis là, tu as mentionné le fait qu'il soit dans un nouvel environnement. Peut-être qu'il a peur, je sais pas. C'est un trouble anxieux et il a peur de communiquer. Parfois, souvent, les parents vont nous dire, moi, je pense qu'il ne veut pas répondre, il défie, c'est un problème d'opposition. Et ce n'est pas du tout ça. On sait qu'à la maison, quand les personnes avec qui il se sent en sécurité lui demandent des choses, il va répondre aux questions. C'est vraiment qu'il n'a pas la capacité en ce moment de surmonter son anxiété, sa peur et communiquer. Tantôt, je parlais de diagnostic différentiel. On va aussi regarder comment il est au niveau social. Alors, des fois, les gens vont dire, est-ce qu'il pourrait présenter un problème sur le spectre de l'autisme? Ouais. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est que, bien non, il est très sociable. Un des traits de l'autisme, c'est que l'enfant a de la difficulté à entrer en interaction, à socialiser avec les autres personnes, mais l'enfant qui présente un mutisme sélectif va être sélectif au niveau de sa socialisation. Il va socialiser très bien et de façon très performante, compétente, avec d'autres personnes qu'il connaît bien, comme ses parents, ses frères, ses sœurs, et peut-être même des amis, quelques amis, mais moins avec des nouvelles personnes, des gens avec qui il n'a pas développé une relation comme telle. Souvent, on va nous demander peut-être qu'il a été traumatisé. Et effectivement, il y a des enfants qui arrêtent de parler après une situation très difficile. On peut penser là, aux enfants qui sont en situation de guerre, dans des contextes de guerre, mais ce n'est pas le cas chez les enfants qui ont le mutisme sélectif. Et souvent, c'est qu'on va voir, dans le cas de trauma, c'est que ça va être accompagné avec d'autres manifestations. Et c'est pas le cas. L'enfant se développe bien, il va bien, il est capable de bien fonctionner dans ses autres sphères, mais dans certains environnements, comme à l'école et à la garderie, il ne va pas parler. Et peux-tu t'imaginer, Claude-Andrea, comment ça peut être difficile pour ces enfants-là qui rentrent dans un nouvel environnement comme l'école et ne peuvent pas utiliser leurs paroles pour des choses de base, comme demander d'aller à la toilette, demander de l'aide à ouvrir un pot de leur lunch. Donc, nous, on essaie d'intervenir rapidement pour donner des stratégies aux parents, aux éducateurs et aux enseignants aussi. OK. Avant de parler des stratégies que tu veux nous proposer, là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport au nombre de temps qu'on doit attendre avant de commencer à s'alarmer. Parce que je te prends toujours l'exemple de mes neveux, là. C'est vrai qu'ils ne parlent pas vraiment, mais ils commencent à balbutier. Mais celui qui est beaucoup plus allumé à la maison, quand il est arrivé à la garderie pendant pratiquement une semaine, c'était comme s'il était tétanisé. Oui. Et la dame disait, mais il est très calme, cet enfant. Et puis on disait, mais c'est pas la même personne qu'elle parle. Parce que non, il était vraiment comme une autre personne, mais ça n'a pas duré. Donc, à partir de quel moment on doit s'inquiéter? Bien, je pense que effectivement, il n'y a peut-être pas un temps très précis, mais je pense qu'il faut quand même donner quelques semaines là, à l'enfant pour s'habituer à son nouveau milieu. Puis aussi, il faut considérer, est-ce que l'enfant est en état d'apprentissage d'une deuxième langue? On en a souvent parlé à l'émission. Quand un enfant apprend une deuxième langue, par exemple à la garderie, il peut y avoir une période de silence prolongée, mais il va peut-être quand même essayer de communiquer de d'autres façons avec l'éducatrice. Alors moi, je dirais
de donner quelques semaines. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 semaines. Au-delà de ça, je pense que ça serait important d'intervenir puis d'appliquer des stratégies. Alors, on va parler maintenant des stratégies que tu proposes aux parents et aux éducateurs aussi. Alors, ce serait quoi? Donc, ce qu'on fait en premier, c'est regarder au niveau de l'environnement. Quand est-ce que l'enfant se sent à l'aise de parler? Et on identifie ces endroits-là et les personnes. Okay. Donc, ça nous permet d'identifier les endroits et les personnes avec lesquelles on doit travailler. Au tout début, à l'enseignante ou l'éducatrice, ce qu'on leur dit, c'est le plus important, c'est d'établir une relation avec l'enfant. Si on doit communiquer, c'est plutôt d'écrire ce que l'enfant fait. « Hey, je vois comment tu t'es organisé vite pour sortir toutes tes choses pour le bricolage. » Vraiment d'écrire étape par étape ce que l'enfant fait sans poser de questions, sans demander de réponse. C'est vraiment nous qui décrivons ce que l'enfant fait. Ainsi, ça enlève tout le stress. Ce qu'on dit au niveau là aussi, c'est qu'on va essayer de trouver des façons pour communiquer qui sont peut-être un peu non-verbales au début. On peut hocher de la tête, on peut faire des gestes. Une fois que l'enfant commence à répondre non-verbalement, on peut avoir des questions oui/non, par exemple, qui sont beaucoup plus faciles à répondre. Est-ce que tu aimerais ça avoir le marqueur bleu ou le marqueur rouge? L'enfant peut dire oui ou non, mais on peut aussi encourager le verbal. Puis, une fois que l'enfant commence à répondre comme ça, on peut accepter le chuchotement. On peut accepter le chuchotement toute seule avec l'enseignante. Si l'enseignante doit l'encourager ou l'évaluer pour une certaine matière, il ou elle peuvent le faire à l'extérieur. On peut le faire à la maison, puis on le met sous vidéo. Comme ça, l'enseignante et l'enfant peuvent le regarder en même temps. Et l'enseignante peut faire des commentaires positifs. « Hey, j'aime ça, comment tu as fait ton alphabet avec maman et papa. J'aime ça, crée un climat de confiance. » C'est ça. Et nous, ce qu'on fait au fond, c'est de faire une échelle de communication. On va faire des micro-activités où l'enfant va pouvoir prendre son tour, communiquer verbalement, non-verbalement, en petites unités et acquérir de l'expérience, acquérir une interaction plus positive dans cet nouvel environnement pour que finalement, ça se traduise au niveau verbal, pour qu'il puisse utiliser ses mots et ses phrases pour communiquer. OK. Roxane, il va nous rester juste 40 secondes, malheureusement. Est-ce que les ressources que tu partages avec nous concernant le mutisme sélectif, il est disponible sur le site Web? C'est pas disponible, mais si les parents ont des inquiétudes, ils peuvent référer directement au programme Premier Mot avec le bilan de la communication à l'équipe d'accueil de GIO. OK. Bien, merci beaucoup. Et puis, on va inviter les gens, surtout les parents, à le faire. Bonne journée à toi. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, si vous êtes inquiet par rapport au mutisme sélectif de votre enfant, vous êtes invité à visiter le www.premiermot.ca pour vous référer votre enfant. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h pour une toute nouvelle émission. On va discuter avec Grace Boussanga de l'impact de la pandémie sur les médias sociaux. On va aussi parler du fonds Habi-Neige avec Lise Clément qui vous invitera à participer à leur collecte de vêtements hivernaux. Ça, c'est vraiment à suivre de très près. Et aussi, on va parler des biais cognitifs, on va tout apprendre en fait sur les biais cognitifs avec Julie Blecomo, notre spécialiste de l'étiquette. Alors, notre émission est vraiment chargée demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Notre en parle, je reçois Julie Richer. Elle nous donne des conseils comment être productif à la maison et au travail en ce temps de pandémie. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on découvre le projet Vache, un théâtre musical de création in vivo à découvrir absolument. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.